Hello tout le monde et bienvenue dans Common. Hello tout le monde et bienvenue dans Common. À chaque fois que je fais ce truc, ça me donne grave envie de rire. Il faut que je change cette intro. Parce qu'elle te fait rire? Parce que, en fait, quand je vais faire le montage, j'ai déjà, moi, en train de dire hello et bienvenue dans Common. Ok. Mais je pense que ça me déstresse de de refaire, ça te met ça te lance. Ça me met dans le petit flow, tu vois. Tu devrais le caler quand même. Attends, tu veux je le refasse? Alors aujourd'hui, j'ai comme invité Marvin Bonheur. Merci Marvin d'être avec nous aujourd'hui. C'est sûr. Même si c'était un petit peu compliqué à organiser tout ça, je suis ravie parce que tu as un temps limité. Ça va pouvoir aussi montrer aux spectateurs un artiste que moi je trouve en tout cas installé dans le milieu aujourd'hui. Même si, est-ce que tu te considères encore comme un artiste émergent? Émergent, non. Mais de la nouvelle génération, oui. Donc Okay. on va dire que je suis sur mes débuts de carrière, mais ouais, je suis plus de temps émergent maintenant. Oui, début de carrière, mais moi je sépare un petit peu les deux quand même. Je préfère. Alors Marvin, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Ouais, grave. Bah écoute, je m'appelle Marvin Bonheur, c'est mon vrai nom de famille. C'est pas un pseudo, même si mon pseudo est Monsieur Bonheur. Je suis photographe depuis 11 ans maintenant, officiellement. Ça fait presque depuis le début, depuis le début en fait que je suis focalisé particulièrement sur les quartiers populaires, les personnes que j'appelle les oubliés, des visages qu'on voit pas souvent dans les grands médias, on va dire. Et voilà, j'ai grandi en région parisienne, dans le 93 particulièrement. C'est ce qui fait un peu la raison pour laquelle je suis focalisé sur les quartiers populaires. C'est un peu mon ADN, c'est de là que je viens. Je suis martiniquais d'origine, donc j'ai aussi photographié en Martinique. Et voilà, j'aime représenter ce que j'appelle les miens. Et tu as d'ailleurs aussi été à Mayotte pour une résidence artistique. Ouais, j'ai fait Mayotte il y a 3 ans maintenant, avec l'association Sadaka, qui a été fondée par Julia Daka, du coup. Et on a fait 1 mois sur Mayotte pour tenir des ateliers de photographie et de design avec des jeunes en difficulté économique et sociale. Super cool. D'ailleurs, c'est à cette exposition-là qu'on s'était rencontrés. C'était au 35-37 ? C'était au 35-37 rue des Archives, ouais. Galerie qui n'existe plus aujourd'hui. Non, très déçu. Ça a été repris par un commerce maintenant. Ça, c'est dommage. Elle était vraiment cool. C'est super. Galerie. Ouais, c'était vraiment cool. J'ai fait 3 expos chez eux et c'était toujours très très bien. Le lieu est si près, quoi. Qu'est-ce qui t'a amené à la photographie ? Ce qui m'a amené à la photo, c'est un peu un lot de plein de choses. Le fait de pas forcément avoir de diversité d'images sur les territoires que je représente, en particulier le 9-3. C'est clair. Arrivé à la vingtaine, j'avais l'impression que tout le monde avait un peu une idée préfaite de la Seine-Saint-Denis, sans avoir vraiment de diversité d'avis ou même d'expérience. Et moi, j'avais en fait plein de souvenirs en fait divers et je me trouvais ça dommage que en images, on n'ait pas cette diversité-là en fait. Et tout simplement, il y a 11 ans, du coup, j'ai commencé cette série photo que j'ai appelée Alzheimer, qui documentait en gros des photographies de mon enfance, dans différents lieux. Des souvenirs forts que j'estime être un peu les souvenirs communs de tout le monde, c'est-à-dire pour plus ou moins tout le monde. Le premier bisou, la première bagarre, l'épicerie où on va chercher le pain, la boulangerie va chercher le pain à la dernière minute, l'épicerie où on va chercher des biens à la dernière minute. L'espace où on aime jouer, s'amuser avec ses amis, ses frères et sœurs, peu importe. En fait, des souvenirs de un peu de tout le monde. Et je trouvais ça dommage que nos souvenirs en quartier populaire, ils étaient pas forcément bien illustrés. Et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de photographier les miens. C'était une envie de représenter pour les autres, pour le montrer. Mais c'était aussi pour moi-même, parce que j'avais le sentiment d'un peu oublier tout ça. Et du coup, voilà, c'est venu de là. Petit à petit, plus les week-ends, les semaines avançaient, plus je retournais dans mes souvenirs, plus j'avais des souvenirs qui se révélaient à moi. Et je me suis rendu compte que j'étais passionné par le sujet. Et comme je dis souvent, je suis pas passionné par la photographie. Je pense que ça commence à être de moins en moins vrai. Parce que c'est quand même mon métier depuis un moment maintenant. Mais je suis pas tant stimulé par la photo en elle-même, mais c'est plus le sujet, en fait, moi, qui me parle. Donc, c'est ce qui m'anime depuis ces dernières années et qui me donne de faire des photos. C'est cette magie de pouvoir immortaliser un temps, un visage, un territoire et mettre en avant des personnes qu'on n'a pas l'habitude de mettre en avant. Voilà. Tu vois, moi je viens du 94,
Donc, on est J'y habite voisins. maintenant, t'inquiète. Eh, Je suis au Péreux maintenant. J'ai vécu 4 ans à Fontaine-sous-Bois et là je suis au Péreux, Ok. Péreux-sur-Marne. Ouais. Tu vois où est Boissy-Saint-Léger un peu? Ouais, je vois. Ouais. Je viens de là. Ok. Et il est vrai que bah, quand j'y suis sortie pour aller ensuite au lycée et après en études supérieures, bah, au début, moi, je me rendais pas forcément compte que les gens avaient une mauvaise image de ce qui était vraiment nous, notre quotidien. Ouais. Et ça m'a un petit peu surpris et c'est aussi pour ça que tes photos, elles me touchent aussi bien par rapport au quartier populaire que à la Martinique, la Guadeloupe, tout ça. Mais toi, quand est-ce que tu t'es rendu compte justement de cette image faussée que les autres avaient? En fait, je m'en suis rendu compte assez vite. En fait, je savais que ça existait depuis que je suis petit, parce que les médias, etc., je voyais à la télévision. Je suis de la génération télévision à fond, donc j'ai grandi avec les news à la télé du matin au soir, parce que mes parents, voilà, c'était en boucle à la maison, donc je suis passé devant les enquêtes exclusives, les 66 minutes, ce genre de choses. J'en ai vu plein toute mon adolescence, donc j'avais conscience de l'image qu'on avait dans la société sur les quartiers populaires, et notamment le 9-3. Mais j'ai vraiment pris conscience de l'impact de ces informations-là sur les gens quand je suis arrivé dans Paris il y a 12 ans, du coup. Mm. Donc un an avant de commencer cette série, j'ai euh, j'ai vraiment pris de plein fouet un peu les résultats de tout ça. Dès que j'avais des collègues, ou même en soirée parfois, tu vois, où tu te présentes à quelqu'un de ton âge, du plus ou moins avec la même dans le même bar, les mêmes centres d'intérêt plus ou moins, et que tu dis que tu viens du 9-3, tout de suite il y a un énorme mur qui vient se poser. Et souvent il y avait, moins maintenant aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait vraiment ce rejet parfois violent de ah mais en fait t'es une carrière en fait. En fait t'es un mec de ah mais t'es un chanceux, sinon c'est genre toi t'as survécu, tu vois, ou Mm. est-ce que t'as des amis qui sont en prison, enfin des trucs Ah ouais, tout hardcore. le temps. Ouais, c'était vraiment à 70% du temps, il y avait une réflexion qui tombait, même quand c'était quelque chose qui était censé être positif. Mm. C'était genre, ah, mais tu parles super bien pour un mec du 9-3. Ou tu t'habilles Pardon? super bien pour un mec du 9-3. Même t'es beau pour un mec du 9-3. On m'a déjà dit, t'es beau pour un mec, enfin, tu présentes bien, quoi. T'es beau gosse pour un mec du 9-3. Et j'étais genre, mais J'en c'est étais ouf. morte de Le rire. 9-3, ça fait 3 fois la surface de Paris. Ouais. Donc, oui, il y a de la diversité, il y a plein de types de personnes, et c'est fou et j'ai vraiment compris qu'il y avait vraiment une image préfaite de ce qu'on était dans le 9-3, quoi. Ah, c'est fou. Ouais. Je m'attendais pas à tout ça. Ouais. Il y a vraiment des gens qui sont ridicules. Ou Oui. très mal informé, je vais pas te faire l'avocat du diable, mais je pense que oui, c'est une forme de bêtise, c'est sûr. Mais Mm. cette bêtise-là, elle a été alimentée par quelque chose. Et je pense que les médias en sont responsables. Enfin, les Mm. médias traditionnels, du coup. Après, c'est ce qu'on dit, hein, la société a ce qu'elle mérite en quelque sorte et à force de stéréotypes, Mm. bah, les autres aussi les véhiculent de Ouais, toute grave. manière. Ouais, aussi, carrément. Voilà. Et tu disais que tu n'étais pas passionné par la photographie, mais par le sujet. Mm. Et comme bah, le sujet est très fort, qu'est-ce que toi tu ressens quand tu prends ces photos? Je ressens plein d'émotions, plein de choses. Je ressens beaucoup de fierté. Je pense que c'est ce qui revient enfin, l'émotion qui me revient le plus souvent et le plus fort. Mm. L'émotion la plus dominante, c'est ouais, ma fierté. Je suis toujours très fier parce que je conscientise très facilement le fait que il n'y ait pas grand monde qui fasse ce que je fais. De plus en plus maintenant, depuis 5-10 ans du coup. Euh, mais au tout début, il y avait vraiment très peu de personnes, en tout cas dans ma génération. Et j'avais vraiment le sentiment de faire quelque chose de nécessaire, de faire quelque chose qui était trop peu fait, voire pas fait. Et c'est vraiment la fierté de ces émotions, de se dire, voilà, je suis là dans un quartier qui est le mien ou pas, là où personne ne veut aller, là où personne ne regarde ces gens-là, ne regarde ce territoire, et moi je suis là avec mon appareil photo pour le mettre en lumière, pour le représenter dans sa complexité. Et donc il y a beaucoup de fierté. Après il y a de la nostalgie, bien sûr, parce que aujourd'hui je vis plus dans ces ensembles-là, mais j'ai quand même passé plus de 20 ans dedans, donc je me suis construit dans ça. Et forcément il y a de la nostalgie quand j'y retourne. J'ai la nostalgie du langage, la nostalgie des moments simples, de cette suffisance, on va dire entre guillemets, du peu d'argent, tu vois,
il y avait un besoin, mais en même temps, on arrivait à satisfaire du coup de pas grand-chose. On pouvait passer des journées à jouer au foot et partager un grec ou une pizza à plusieurs, partager une bouteille d'eau, parce qu'il y a que un mec de la bande qui a genre 5 balles sur lui, donc on fait avec. Enfin, tu sais, il y avait ce truc Quand le grec de se coûtait 5 suffire, balles. d'autosuffisance un peu, de s'habituer à ce qu'on appelait la hesse à l'époque. Et, et ouais, du coup, il y a un peu de nostalgie de tout ça parfois, mais en même temps, il y a beaucoup de fierté aussi du fait d'avoir réussi à construire quelque chose, d'être sorti de cette difficulté-là et aujourd'hui de quand même revenir là pour faire face à mon passé et mettre en avant mon passé et les gens qui vivent encore dedans, quoi. Hmm. Ah, tu vois, tu utilises le mot nostalgie et je trouve qu'il décrit très bien ton art. Mais toi, comment est-ce que tu le décrirais? Euh, franchement, ça représente beaucoup de choses pour moi, la nostalgie, parce que je suis quelqu'un de très nostalgique de base, déjà personnellement, au-delà même, avant même de faire de la photographie. Je suis très nostalgique et même mélancolique. Je suis vraiment attaché au passé, je suis vraiment attaché aux souvenirs. Je suis très terrifié même par le regret. Donc c'est des choses qui accompagnent un peu ma vie de tous les jours et c'est forcément dans mon art, ça se ressent aussi. Moi, je fais ce travail-là parce que j'ai peur que un jour on oublie que ça a été comme ça. J'ai aussi envie que dans 20 ans, 30 ans, on puisse dire on ressemblait à ça, on s'habillait comme ci, on s'habillait comme ça, on mangeait ça. Je trouve ça c'est quelque chose qui me fascine et et je sais pas comment je pourrais l'illustrer la nostalgie sous mon regard, mais la nostalgie pour moi c'est un peu le synonyme de toute une vie en fait. Pour moi, c'est un peu synonyme de vie. Pour moi, il n'y a pas de vie sans nostalgie, tu vois, genre on peut pas vivre c'est avancer pour moi. Et on peut pas avancer sans archiver ce qu'on fait au moment. Enfin, ce qu'on a fait dans le moment dès il vient de se finir. Je sais pas si tu vois Oui, oui, ce que je veux dire, mais ça a vraiment une importance énorme et je trouve que encore plus notre génération et peut-être depuis les années 2000, ça a encore plus accéléré avec Internet, etc. Mais on a vraiment une obsession pour le demain, pour l'avenir, je pense que par rapport aussi au fait que économiquement on est dans une pente depuis les années 2000, donc il y a cette notion d'urgence, de comment on va être demain, comment on va manger demain, etc. Qui est une question qui est de plus en plus grande dans beaucoup de foyers, tu vois. Mais en même temps, ça nous a aussi amené à plus regarder ce qui s'est passé, et je trouve qu'on a beaucoup grandi dans ça. Là où mes parents, qui avaient des albums de famille, qui avaient des caméscopes, donc archivaient beaucoup tout le temps. En fait, c'était un peu la norme dans les années 80, 90 jusqu'à 2000 du coup. Et moi, j'ai un peu ce truc je suis né en 91, je suis arrivé adolescent des années 2000, mais j'ai cette nostalgie et cette âme un peu je pense, d'une personne des années 80 qui est de vouloir documenter tout ce que je vis parce que ça a une importance tout simplement. Bah forcément, parce que bah, on a grandi avec les albums photos. Et c'est vrai que quand les portables, ou en tout cas tout ce qui est numérique est arrivé, on a eu beaucoup moins l'habitude de les mettre sur papier, les mettre ensuite dans des albums, garder tous ces souvenirs, même les VHS. Ouais. Grand sujet, les VHS. Grave. Grave. Quand on a pu les numériser, bah, on disait « Oh, trop cool, des CD ». Le CD aujourd'hui est mort, concrètement. Aujourd'hui, après, ça passait à la clé USB, mais bon, pareil, une clé USB, tu la perds. Comme tu dis, on a perdu tous ces moyens, toutes ces choses-là un peu rituelles de garder des souvenirs, et c'est dommage. Donc, ton travail apporte beaucoup. Moi, en tout cas, quand je regarde tes photos, ça me rappelle des souvenirs. C'est cool, et ça me touche. En plus, c'est stylé, donc j'adore. Ça me touche, meilleur compliment. Au podcast que j'ai fait avec Eloi et Crown, qui sont deux artistes qui, eux, font plutôt du toy design. Ok, ouais, je vois. Très très stylé. Et j'avais posé une question du style qu'est-ce que vous voulez transmettre comme message? Et il y a Eloi qui m'avait répondu une réponse qui me fait beaucoup penser à la tienne, c'est que il n'y a pas vraiment dans son art d'aspect politique ou quoi qu'est-ce, mais que pour lui c'était de la transmission. Parce que bah ils ont vécu, moi aussi, des années avec une culture qu'on n'aura plus jamais, et que ça, il fallait le transmettre parce que bah, pour apprendre et faire mieux, il faut aussi connaître son passé. Carrément. Je rejoins complètement la réflexion, ouais, carrément. Je pense qu'on peut pas... Oui, comme je l'ai dit, on peut pas penser à demain sans avoir pensé à hier.
sans se rappeler d'hier, en fait. Sûr. C'est le principe de mon livre, d'ailleurs, La trilogie du bonheur, enfin, de ce projet, du coup, en fait, sur 9-3, qui est passé, présent, futur, dans les 3 chapitres. Et pour moi, c'est vraiment la clé d'être heureux et même de réussir et de se sentir bien. C'est savoir d'où on vient pour savoir où on est et du coup savoir où est-ce qu'on va, en fait. Et je pense qu'on peut pas savoir où on va si on sait même pas d'où on vient, en fait. Je suis carrément d'accord avec toi. Et c'est d'ailleurs, nous deux, on vient des Antilles. C'est tout le sujet même du racisme, de l'esclavage. Donc, à pas oublier. Ouais, grave. Je pense que ça fait partie aussi de mes émotions et de mes motivations dans ce que je fais, même si ça part du 9-3 initialement, je stresse sur la Martinique, mais je pense que aussi le fait d'être antillais et en tant qu'enfant, tu vois, de grandir en tant que personne noire et antillais dans une cité ou je suis dans un pays blanc qui me rejette parce que je suis pas blanc, mais c'est dans une cité avec des personnes noires africaines qui me rejettent parce que je suis pas africain, selon eux. Et aussi selon moi pendant longtemps parce que j'avais pas de connaissances sur l'histoire caribéenne. Donc il y avait tout un truc aussi, tu sais, de l'identité, un peu de se perdre, de pas savoir où t'es, de pas savoir où est ta place. Ça, c'est quelque chose qui a été une grande partie de mon enfance, le espèce de néant identitaire, tu vois, de pas savoir où t'es légitime, tu vois. Ok, oui. Le seul truc où j'étais légitime, sans question, c'était le fait d'être un mec de banlieue, en fait, un mec de cité. Et c'est pour ça que je pense que je me suis beaucoup rattaché à ça. Et que par la suite, j'en ai fait mon drapeau un peu, tu vois. Je suis un mec du 9-3 avant tout. Après, je suis aussi antillais, fier de l'être. Je suis aussi français, fier de l'être. Je suis parisien, fier de l'être. Enfin voilà, je suis plein de choses. Et aujourd'hui, je l'ai compris. Mais aujourd'hui, j'ai 34 ans, tu vois. Enfin, dans quelques semaines. Mais voilà, tu vois, c'est un peu toute cette question-là aussi de qui on est et qui m'a obligé à beaucoup réfléchir étant petit. Et je pense que ça m'a amené à faire ce travail-là aujourd'hui, maintenant. Justement, en off, la dernière fois que je t'ai appelé, je t'ai demandé si ton art pour toi était politique. Ouais. Je sais plus exactement ce que je t'ai répondu, mais je sais qu'en général, j'ai du mal avec ce mot. J'aime pas forcément dire que je suis politique parce que pour moi, la politique, ça connote des choses négatives dans mon éducation de mec de banlieue. Donc il y a un peu cette phobie de tout ce qui est politique, journalisme, etc. C'est des mots qui nous dérangent parce qu'on s'y retrouve rarement en tant que personne de cité et personne noire. Mais comme je dis aussi, de fait, mon travail est politique parce que rien que le fait de décider de mettre un visage et donner une voix à des personnes qui ne l'ont pas dans la société, pour moi, c'est déjà politique. Donc j'ai compris, je me suis rendu compte que mon travail était politique avec les années, en fait, même des retours extérieurs, tu vois, de gens qui me disaient, mais en fait, tu es politique, enfin, c'est un fait. Et j'ai du mal au début à l'accepter, mais je pense que oui, mon travail est politique, ouais, carrément. Je dirais même plus que politique, il est social. Il est social, j'allais dire engagé même, enfin, ouais. De manière générale, humainement, en fait, c'est un travail qui est complètement, moi je me considère complètement comme activiste par mon travail. Donc si ça veut dire que je suis politisé, oui. Oui. Après, être engagé, ça peut être autant un choix que quelque chose qui est subi finalement. Même en tant qu'artiste, je sais, j'avais entendu Louis Trottignon, je crois, Louis Trottignon, qui est un humoriste trans et qui le dit comme ça, même si il est plus humoriste que juste humoriste trans, tu vois. Mais il savait qu'il était engagé, il savait qu'il était politisé, mais il veut pas non plus que tout soit engagé et politisé, et c'est surtout que c'est un peu tombé sur lui, tu vois. C'est pas quelque chose qui a été choisi, et je pense que c'est pour la plupart des personnes, en tout cas qui font parler ensuite de leur travail, c'est un peu le cas. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on choisit pas de naître noir ou de naître en banlieue, tu vois. C'est clair. Après, si ton travail peut servir pour plus tard et même maintenant pour montrer des choses, écoute, tant mieux pour nous tous. C'était pas calculé, mais quand j'ai compris ça, ouais, j'en étais aussi très fier, tu vois. De me dire que mon travail peut servir demain de matière pour la réflexion, pour le débat ou même de comment dire, renforcer, genre, je trouve pas le mot exact, mais donner confiance
et matière, en tout cas, à prendre confiance à des communautés qui manquent de représentation, qui manquent d'espace pour s'exprimer, et peut-être de voir mon travail, ça les soulage. Moi, j'ai eu plein de retours plusieurs fois d'hommes et femmes issus de quartier, par exemple, qui m'ont écrit pour me dire que à travers mes photos, ça résonne complètement des choses que eux auraient aimé raconter, et ils sont contents de le voir présenté dans des galeries, dans des musées, dans des livres, etc. Mm. Donc ouais, carrément, c'est une grande fierté aussi, ouais. Bon, bah, là, j'ai pas ton travail avec moi, mais évidemment, il sera affiché dans la vidéo. J'aurais dû ramener mon livre, j'ai pas pensé. Je vais le montrer aussi. Ça marche. Je vais le montrer aussi. Et je voulais te poser cette question aussi, c'était est-ce que venir du 93, du coup, t'as servi ou desservi et par rapport à quel sujet? C'est une bonne question. C'est malin, hein. Ah, t'as vu ça? C'est une bonne question. Parce qu'en fait, il y a deux réponses. Et pour moi, ça m'a desservi pendant longtemps parce que c'est le sujet aussi pour lequel je fais ce travail. C'est que je dénonce des choses. Mhm. Donc, ça m'a desservi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le nom de famille Bonheur qui balançait avec le 9-3 sur mon CV. Mais je sais que ça m'a souvent desservi d'être du 93. Mais depuis que je fais ce travail d'un point de vue artistique, clairement, moi, mon sujet je pense que c'est 70% de l'intérêt des gens sur mon travail, c'est ce que je traite. Mm. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait d'être du 9-3 et cette légitimité que j'ai à avoir grandi dans le 9-3 me permet d'être l'artiste que je suis, tu vois, d'avoir des contrats avec des marques qui veulent traiter justement des sujets en banlieue, d'avoir des conférences dans des universités ou des écoles qui veulent des personnes issues de ces milieux-là qui témoignent. Donc au final, c'est devenu un avantage en fait. Donc aujourd'hui, je pense que ça me sert tout autant que ça a pu me desservir dans le passé. Ouais. Comme quoi, il y a une balance quand même des choses et que il faut se servir tout de même un maximum de ce qui peut nous servir. Et si ça, à ce Ouais. moment-là, Bah comme on dit dans d'autres contextes, mais parfois nos défauts peuvent devenir des qualités. Mm. Et j'aime pas la comparaison forcément parce que pour moi personnellement, le 9-3 c'est pas un défaut du tout. Mais d'un point de vue sociétal, c'est un poids. Mm. Et je pense que plutôt que accentuer ce poids ou par frustration, et ce que je peux comprendre, parfois grossir les traits dans la revanche ou dans la haine ou dans le rejet, parce qu'il y a un rejet de l'autre côté aussi. Je pense que ça se comprend, mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes enfin moi j'encouragerais plutôt les jeunes à essayer de trouver en quoi ils peuvent en faire leur force, parce que venir du 9-3, c'est pour moi le meilleur la meilleure des formations. En tout cas en Ile-de-France, c'est une des meilleures des formations. J'aime bien le 94 bien sûr, mais le 9-3, il y a vraiment un truc particulier, et je pense que ça peut s'apparenter à aussi grandir en tant qu'enfant d'immigrés en France, tu vois. C'est quelque chose qui peut être problématique d'un point de vue sociétal et discriminatoire et raciste. Mm. Mais je pense qu'on peut vraiment faire une force quand on tourne à notre avantage, en fait. Et c'est pas évident. Je dis pas que c'est aussi simple que comme je le dis. Mais je pense moi, j'aurais pas imaginé un jour que mon passé dans le 9-3, qui était un problème avant, aurait été une des raisons qui fait que je sois artiste aujourd'hui, tu vois. ouais, bah, j'imagine. Donc faut pas, je pense qu'il faut rester, je vais pas dire positif, mais faut y croire, et faut vraiment faire tout pour représenter les siens et être fier de ce qu'on est. Et je pense que plus on est fier de ce qu'on est, et plus on brille, et plus on brille, et plus on retourne aussi la vie des personnes extérieures sur ce qui est censé être notre défaut. Mm. Et j'en ai un encore mieux pour toi comme expression avec le défaut. C'est mon meilleur ami qui dit ça. Les défauts ne sont pas des défauts, c'est un excès de qualité. Ouais. Alors c'est pas vrai Après, pour si tout. je dis ça pour le 9-3, ça fait vraiment genre patriote du 9-3 à fond. Mais ouais, j'avoue, je suis d'accord, je suis d'accord. Il faut être un peu chauvin. Ouais, non. Bah après, ça va, je le suis pas mal quand même. Ça va, j'ai quand même 2 9-3 tatoués sur le corps, Ah tout mon oui. taf, ouais. Donc tu vois, je suis déjà pas mal au niveau. Si je rajoute cette punchline, ça fait vraiment le forceur, quoi. Je suis pas corse non plus, genre. J'ai jamais eu l'occasion de le sortir pour le 94. Je pense qu'un jour ça va partir. Non, le 9-4 aussi, il y a de quoi être fier, j'avoue. J'avoue. Il y a des quartiers qui sont sympas.
Quand je t'ai appelé au début pour faire cette interview, c'était beaucoup par rapport à la précarité artistique dont tu parlais en story à ce moment-là assez souvent. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu es toujours dans la précarité artistique ou est-ce que ça a un peu évolué et tu veux quand même faire passer ce message pour les autres artistes? Je répondrai en deux temps. Mm. Je dirais que moi, ça fait déjà 11 ans, donc c'est quand même un certain temps, et j'ai beaucoup travaillé. Donc, je dirais que au début, il y a une précarité artistique qui est presque inévitable. Je l'ai eu pendant un moment, ce qui m'a obligé d'avoir un boulot stable à côté. Donc, pendant longtemps, j'avais un boulot la journée, et puis sur mes jours de repos le soir, je bossais sur mes projets artistiques. Comme beaucoup d'artistes à Paris, en vrai, et je pense partout. Donc la précarité artistique, oui, je l'ai connue, je la connais encore dans certaines périodes. Je pense que je parlerai pour ma part plus d'une instabilité artistique, d'une instabilité économique en tant qu'artiste, qui est quelque chose qui, je pense, mettra encore pas mal d'années à se résoudre. Parce que même quand t'es un artiste ou même influenceur, parce que je sais que ça touche aussi les influenceurs, tu peux être le roi du monde pendant 2 mois, mais vraiment être à des niveaux, quand tu viens d'un milieu populaire, ça peut être très troublant parce que tu gagnes vraiment beaucoup d'argent dans des sommes énormes pendant 2 mois, 3 mois. Ensuite, t'es français, donc tu te fais allumer par l'État, faut le savoir, pour les moins malins. Et ensuite, tu peux, pendant 6 mois, ne plus avoir de taf. Voire, pendant un an, voire plus jamais. Et en fait, cette instabilité-là, c'est ce qui fait que beaucoup d'artistes sont dans des niveaux de stress et d'angoisse très extrêmes, qui vient perturber leur créativité, ce qui peut m'arriver moi. Je pense que du coup, quand je fais ces posts-là, moi, pour ma part, donc ce que tu as vu, c'est parce que déjà, il y a un ras-le-bol personnel, parce que juste j'en ai marre, donc je le communique sur mes réseaux sociaux comme quelqu'un de spontané qui aurait un truc à raconter. Mais aussi parce que je trouve que c'est important d'avoir cette transparence-là avec les gens qui me suivent, étant donné que j'ai quand même un certain nombre de personnes qui me suivent sur Instagram, le fait que si mon image connote des choses d'un photographe établi, stable, avec beaucoup de contrats, des opportunités, etc., plus ou moins grandes, et que j'ai envie qu'aussi on comprenne que même en ayant ça en tant qu'artiste, ça veut pas dire forcément que t'es stable et confortable économiquement. Donc je le fais beaucoup pour ça, pour que les jeunes photographes, hommes, femmes, peu importe, enfin, et même moins jeunes, qui se lancent, comprennent qu'ils se lancent dans quelque chose qui est pas forcément confortable, même si de l'extérieur ça paraît être confortable. Et je pense qu'un jour ça peut le devenir. Moi je travaille dur pour que justement qu'un jour ça puisse devenir quelque chose de plutôt confortable. Même si je travaille pas pour l'argent, je travaille euh, parce que j'ai des envies personnelles dans mon art, mais évidemment que en tant que personne qui vit dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde capitaliste, clairement, Oui. Il faut que je paye mon loyer, il faut que j'assure une stabilité. Donc, c'est des angoisses que j'ai encore aujourd'hui, malgré ma situation. Donc, je trouve que c'est important d'en parler aussi pour pas mentir. Je trouve que avec les réseaux sociaux, on est beaucoup dans le mensonge aussi. Avec les personnes suivies, elles sont beaucoup dans... Je pense pas que c'est le mensonge, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de vendre, qui est pas vendeur. Quand on suit quelqu'un, on n'a pas envie de voir qu'il galère parce que du coup ça casse un peu l'image, un peu fantasmée qu'on a C'est un d'elle. mythe, hein. Et moi j'ai pas envie, j'ai choisi ce parti pris de pas être cette personne qui va vendre trop de rêves. C'est que beaucoup de mes stories sont très spontanées. Je monte mes stories quand je suis chez moi, que je cuisine, je monte mes stories quand j'ai des déchets de thunes et je monte mes stories quand je voyage. Enfin, j'essaie de montrer que la vie d'artiste c'est aussi une nuance de plein de moments plus ou moins durs et plus ou moins extraordinaires. Du coup, voilà, c'est surtout ça, mais je dirais pas que je suis, non, je pense pas que je suis du tout, je pense pas que je suis dans la précarité aujourd'hui financière. Ça m'arrive dans des périodes, mais pas assez pour dire que c'est toute mon année ou mon quotidien. Mais l'instabilité, ouais, clairement, c'est vraiment le mot qui représente le mieux ma situation depuis quelques années là en tant que photographe indépendant. Donc, tu disais plutôt que précarité, c'était instabilité, et je suis plutôt d'accord avec toi. Parce que oui, parfois on peut avoir un
des tafs tout un mois, Mm. ou alors un gros taf qui va pouvoir nous rémunérer pas mal, être hyper content, bon, avant de se faire allumer par l'URSSAF, parce que moi, je fais pas partie des malins qui ont trouvé Non plus. la solution, et le mois d'après, être carrément dans le rouge, bah, même si on travaille à côté, moi, je sais que j'étais une salariée pauvre, et qu'en plus, je faisais de l'art, donc j'étais encore plus pauvre, parce que bah, je vendais pas forcément de toiles et tout. Et ça, c'est très dur pour le moral. Mm. Donc, ouais. Mais Bah, de stabilité, c'est garder pas le mal. cap. Garder le cap émotionnellement de vouloir continuer à faire ce travail, ouais, c'est ce que je conseille à chaque fois que je fais des conférences avec des jeunes. Je leur dis, réussir dans l'art, faire un projet qui cartonne, qui fonctionne, c'est dur, mais c'est même pas le plus dur. Le plus dur, c'est de perdurer sur le temps, de rester stable, d'en faire son gagne-pain quotidien sans avoir besoin de faire quelque chose à côté, et le plus longtemps possible. C'est le vrai challenge, je trouve, il est vraiment sur la durée, et pas... c'est pour ça que t'as plein d'artistes qui font un projet, une photo, une peinture, un truc qui pop, et t'entends plus jamais parler d'eux. Et ça, il y en a plein, tu vois, qui pop pendant un an, c'est photographe de Paris, du moment, toutes les collabs sont avec cette personne, etc., peu importe le médium. Et puis, du jour au lendemain, on n'entend plus trop parler de la personne. Donc, je trouve que le vrai challenge, c'est de rester cet artiste au top longtemps. Et Mais ça, c'est assez dur. c'est le plus dur. Aussi bien mentalement que... bah, déjà, chaque humain évolue. Et... Mais il y a aussi, genre, juste la vie. La vie, les modes. Tu sais pas si demain, t'auras assez de thunes pour t'acheter du matériel ou quoi qu'est-ce. Ouais. Ça, vraiment, c'est le plus dur. Moi, je sais que parfois, ça me démoralise totalement. D'ailleurs, en parlant de démoralisation, regarde-moi ce petit... c'est smooth. Cette virgule. Est-ce que ça a pu te faire douter, toi, sur ta pratique? L'argent, la situation financière, tu veux dire? La situation financière, l'argent, tout ça. Le fait de rester stable, de Ah, mais ouais, monter. de ouf. Ça m'arrive... je pense que ça m'arrive une fois tous les 2 mois, Ok. à peu près, sur une période de 1 à 2 semaines, où je me dis que je vais arrêter la photo. Arrête pas, s'il te plaît. Ouais, bah, c'est ce que tous les gens trop mignons me disent à chaque fois. Et ça me donne trop d'espoir et ça me motive énormément. Mais malheureusement, c'est pas sur ce point-là que je me rattache quand j'ai ces pensées-là. C'est pas la notoriété, c'est pas l'intérêt des gens sur mon travail, c'est pas la communauté qui me suit. Parce que si c'était que ça, je ferais ça toute ma vie. Oui. Et je suis trop heureux de ça. Mais c'est plus comme on disait, les impératifs de la vie, payer ton loyer, voir l'avenir, voir demain, comment tu vas te loger demain, comment tu vas acheter un bien peut-être un jour, comment tu vas avoir une retraite, etc., etc., tu vois. Donc c'est toutes ces questions-là où parfois ça me crée des énormes angoisses. Et du coup, je me demande vraiment, est-ce que je fais le bon métier, tu vois? Est-ce que je suis est-ce que je suis un grand ado? Ou est-ce que je suis un grand ado rêveur? Ou est-ce que je suis juste quelqu'un de très, très déterminé, qui doit croire en ses rêves? Mais croire en tes rêves depuis que t'es petit, quand t'as 33 ans, bientôt 34, ça fait long. Et quand les rêves se sont quand même bien réalisés, donc il y a le fait que j'ai une commu et que j'expose, etc., dans plein de pays et tout. C'est un peu une partie du rêve d'enfance qui se réalise, donc du coup c'est ce qui fait que je m'arrête pas, parce que je me dis, tu l'as, ton rêve, t'es déjà dedans en fait, donc vis-le à fond. Et en même temps, la vie elle est pas finie, tu vois, donc et quelles vont être les retombées de tout ça si t'as aucune certitude? En fait, c'est surtout le côté certitude. J'ai aucune certitude de ce qui va se passer dans 5 ans. Et en attendant, j'ai pas trop de backup, quoi. Si demain ça s'arrêtait la photo, je sais même pas qu'est-ce que je pourrais faire pour gagner mon argent, tu vois. Ça, c'est un truc que tu te dis souvent, genre, Je me dis ça presque quel tous les jours. plan B est-ce que je pourrais avoir? Est-ce que je suis capable de faire autre chose? Non, c'est des J'ai vraies grandi questions. avec l'idée que j'étais capable de... C'est un peu deep ce que je vais dire, mais T'inquiète. j'ai grandi avec l'idée de me dire que j'étais un peu un bon à rien. C'est dur, hein, je sais, mais j'ai grandi avec des parents qui m'ont pas trop valorisé sur l'aspect intelligence, tu vois,
opportunités dans l'avenir, etc. Genre, j'étais un peu, tout était un peu voué à l'échec, tu vois. Surtout par rapport au scolaire, j'étais pas un très bon élève. Et puis j'avais pas ce que je voulais faire, j'étais très perdu, tu vois, dans les carrières pro et scolaires. Donc le fait d'avoir grandi dans un truc où tu sais pas trop ce que tu vaux, si tu veux, la photo, c'était un peu le premier truc qu'on m'a dit, t'es bon dans ça, tu vois. Et je me suis dit, bah, si je suis bon dans ça et que depuis que je suis petit, on me dit que je suis mauvais dans tout, fonce, tu vois, Go. fais. Donc je l'ai fait. Et ça a donné ce que ça a donné. Aujourd'hui, je suis photographe et je suis très demandé et je gagne ma vie avec et tout, et c'est génial. Mais du coup, il y a ce trauma de l'enfance, toujours qui traîne dans une partie de moi, qui se dit, bah ouais, mais le jour où du coup ça s'arrête, vu que t'es un bon à rien, Ah, plus rien. eh bah tu feras quoi? Et c'est un peu, je sais que c'est irrationnel parce que j'ai un réseau énorme, j'ai des contacts partout. En vrai, je fais plein d'autres choses. Je sais que je vais me débrouiller. Et puis, je suis un mec du 9-3 de base. Donc, on a la débrouille. Débrouillard. Débrouillard à jamais. Toujours. Mais c'est quand même une question, tu vois, parce que ce serait un nouveau boulot que j'ai aucune certitude que je vais travailler. Mais le prochain boulot aura du mal à être aussi extraordinaire que le métier que je fais maintenant. Et du coup, le retour un peu à la réalité, la douche froide, Elle peut faire comme mal. on dit, elle peut être très, très dure. Et elle pend un peu toujours, tu vois, dans un coin de la pièce, tu vois, quand j'y pense, elle est là, tu vois. Elle me regarde et c'est un peu comme si je schématise une personne qui est un peu dans le coin de la pièce en m'attendant en disant, t'inquiète, j'attends. Et moi, j'ai un peu ce stress-là, tu vois, en permanence de me dire, si ça s'arrête, bah, tu vois, il y a ce truc-là qui m'attend au coin de la pièce, là, qui va me prendre de plein fouet. Et ça, parfois, ça me crée des angoisses énormes et du coup, ça me perturbe complètement dans mon confort créatif et même, tu vois, émotionnel, tu vois. En plus, il suffit que tu sois quelqu'un avec une grande imagination et que tu vois la chose Ouais, genre, je suis très créatif. Donc oui. comme la mort avec ce Ouais, c'est un peu Mochiato, tu ça. vois. C'est un peu ça. Ah ouais, C'est un peu ça. l'angoisse. Ouais. C'est très angoissant et du coup, d'un côté, c'est bénéfique parce que ça me pousse à travailler tout le temps. Du coup, je suis un obsédé du travail. Genre, moi, quand je me lève à 9h du matin, parce que oui, je me lève, même si j'ai pas de patron, je me lève souvent vers 8-9h. Quand je me lève, genre, je suis tout le temps en train de réfléchir qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour mon art. Tous les jours de l'année, même en vacances, que ce soit une story, que ce soit un post, que ce soit un repost, que ce soit une prise de vue que je mets dans mes archives, que ce soit un dessin, que ce soit me poser sur le canapé avec de la musique pour stimuler mon imaginaire. Il faut que je fasse quelque chose tous les jours. Je peux pas rien faire pour mon art. Ça, c'est dur. Hein. Hum, On nous dit aussi, ouais, faut que tu arrives à te poser, il faut que tu hum. prennes du temps pour faire autre chose, tout ça, mais parfois, C'est c'est trop difficile. trop dur. Parce que ton art, c'est un peu comme l'air autour de toi. C'est très, Ouais, c'est très ça. C'est ce qui compliqué. t'alimente. Si tu l'as plus, t'as l'impression que tu vas t'étouffer, tu vois. Mm. Mais ouais, non, en fait, non, moi, ça me va très bien. Ça me va très bien. J'arrive à trouver l'équilibre parce que je produis pas tout le temps, mais je stimule juste ma créativité. Mais par contre, je produis pas tout le temps. Ouais, t'as pas tout le temps ton appareil avec toi. Non, 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 non. Pratique. Je l'utilise même pas beaucoup en vrai. Sérieux? Non. En vrai, j'ai dû l'utiliser 2 jours sur 7. Mm. Ok. Ouais, sur l'année, je dois pas. En fait, quand je bosse énormément. Mais quand je bosse pas, je bosse vraiment pas du tout en termes de prise de vue, je parle. Mm. Mais par exemple, ma dernière série photo concrète où vraiment j'ai un concept, c'était en novembre dernier. Ok. Je sais pas, pris de photos artistiques dans un sujet fort depuis novembre dernier. Alors, t'as pensé d'abord plutôt... Je pense énormément à des trucs par contre. Voilà, Ouais. c'est ça. Ouais. C'est plus le sujet du... comment expliquer? De ce que tu vas créer, avant même de le créer, qui est peut-être le plus intéressant, finalement, grave. à faire. Ouais. D'ailleurs, pour parler d'organisation, à quoi tu ressembles quand tu organises tout ça, quand toi, en train de travailler? Bah moi, je me vois pas trop. Mais le retour que j'ai eu le plus souvent, c'est c'est un peu la même chose que j'ai quand je suis en interview d'ailleurs ou en podcast. C'est que je switch de personnalité. En fait, je deviens quelqu'un de hyper focus. Mm. Je sais plus comment on m'avait dit ça, mais on me dit un peu souvent la même chose. C'est genre quand je travaille pour des gens qui me connaissent en extérieur et qui me voient ensuite bosser,
il me disait que quand je travaillais, j'avais vraiment, j'étais hyper concentré et sérieux, et en même temps très détendu, et en même temps très sûr de moi, et du coup, ça crée un truc un peu très, je sais pas comment dire ça. Je vais pas dire plat parce que c'est pas le bon mot, Lisse. mais ouais, c'est fluide, quoi. Tu Ouais. vois, c'est fluide. Je sais ce que je fais, enfin, tout est millimétré, genre mon appareil, tout est préparé. Après, je suis Virgo, donc je suis quelqu'un qui est très dans les procédures. Donc, du coup, je suis vraiment dans le truc d'étape. Et j'ai une vision 360, je parle avec tout le monde. Je suis vraiment dans l'attention si tout le monde se sent bien. Dans mes shoots, à chaque fois, j'ai des très bons retours des modèles, des clients, de tout le monde. J'ai jamais eu pour l'instant de retour négatif sur quelqu'un qui se sera mal senti sur un shoot, tu vois. Parce que je fais attention à ce que tout se passe bien, même au-delà de la prise de vue, tu vois. Et même si c'est moi qui fais la photographie, je fais en sorte que tout le monde ait sa place et tout le monde soit mis au même niveau hiérarchique, quoi. Moi, je trouve ça, enfin, je pense que je fais à peu près la même chose que toi, mais je trouve ça bien de savoir compartimenter, genre, notre comportement dans un moment de travail qu'un comportement avec nos amis et tout. Ah oui. Parce que c'est pas comme si on allait forcément shooter ou peindre ou quoi qu'est-ce nos amis, tu vois. Parfois, c'est juste des personnes complètement autres. Et bon, moi, je pense aussi qu'il y a un rapport avec le fait que je vois en partie noire et quand j'arrive dans un milieu professionnel, tout de suite, il va y avoir des préjugés. Donc c'est l'image aussi, le contrôle de ton image. Ouais, mais parce que c'est la première chose qu'on voit, tu vois. Bien sûr. Bon, pareil, j'ai l'avantage d'avoir un nom de famille très français, quoique. Quoique, on m'a déjà fait des dingueries. Carbiriou. Carbiriou? Ouais. Carbiriou. Ah ouais, j'avoue. C'est breton. On m'a déjà fait des dingueries. Apparemment, dans Paris, on ne sait pas prononcer Carbiriou. Du coup, ça part dans tous les sens. J'avoue, Carbiriou, si tu me le dis pas tout de suite, peut-être demain, je te dirai un autre truc. Ouais, mais c'est surtout si je l'écris. Attends. Ah. Mais attends, c'est un E? Ouais, c'est un E. Mais c'est Carbiriou, alors. Carbiriou? Ah, c'est pas Carbiriou. Non. Ah, c'est Carbiriou. Mais t'es sûr que c'est français? Ouais. T'es sûr que c'est breton? C'est breton. En fait, Ker, ça veut dire maison ou domaine. Et ah bah oui, la Ker. Biriou, c'est l'ancien nom, enfin c'est le premier nom. Au début, c'était Piriou, maintenant c'est Biriou. Mais t'as plein d'autres trucs comme Birio, peu importe. Mais c'est juste le domaine des Piriou au début. Et c'est breton. Ah, donc Biriou, c'était vraiment le nom. Et Ker, c'était la maison des Biriou. Exactement. Et quand on a mis les noms de famille, c'est devenu Kerbiriou. Ok. Voilà. Et pareil, j'ai ça. Mais quand on me voit face to face, on est là, elle est noire, quoi. Ouais. Et la femme en colère, des trucs comme ça. Oui, tous les préjugés de la femme noire. Je travaille dessus en ce moment. Ah. C'est un gros sujet chez moi, depuis quelques temps. La femme noire en particulier? La femme noire, particulièrement. Waouh. Ah bah là, tu t'en as pour 3 livres. Ouais. Ça fait bien 1 an et demi, je pense que je suis sur le sujet. Ouais. Putain. Ouais. Mais là, j'ai fait quelques posts récemment sur... je mets souvent black, brown, black, brown, black, brown, black, black. Ah, black, brown. Comment j'écris ça? Je sais même plus ce que j'ai écrit. Mais c'est genre, tu sais, aux États-Unis, ils disent black et brown. Ouais. Parce que, du coup, ils font quand même la distinction entre les femmes noires et les femmes, genre, métisses ou latinas ou... Ouais, mais c'est aussi pour dire que t'es pas blanche. Ah oui, donc c'est pas forcément négatif, c'est plus dans un truc où, du coup, ils disent pas seulement noir, souvent ils disent black, brown quand ils parlent de minorité. Parce que black, brown, ça sous-entend genre aussi les arabes, ça sous-entend aussi les latinos. En fait, c'est tout ce qui n'est pas blanc. Et du coup, là où nous on dit black et white, et après on dit genre métis ou light skin, et encore on dit genre souvent noir. Ouais. Et c'est genre pour dire qu'on est pas tout à fait pareil, mais qu'on est quand même ensemble, tu vois. Ouais. Et je trouve ça intéressant comme distinction, parce que du coup ça fait vraiment genre la communauté black brown du coup.
Et du coup, je mets beaucoup, genre, les queens, black, brown, genre, en avant, dans des posts, parce que je fais un travail justement sur cette vision qu'on a, en tout cas en Europe ou en France particulièrement, il, par rapport à la beauté, par rapport à plein de standards qu'on a, même en tant que personne noire, homme, sur les femmes noires. Forcément. Voilà. Ça va être très intéressant. J'ai hâte de voir ce travail-là. Écoute, toutes les personnes qui connaissent ce travail, ou même s'ils l'ont pas vu, m'ont dit c'est peut-être ton prochain gros sujet par rapport à qui va marcher, genre, parce que c'est vraiment un truc. Enfin, ma meilleure amie, c'est parti de plein de raisons. Je fais cette série-là, mais en fait, en parallèle, je fais une série sur ce que j'appelle le Black Love. Ok. Et c'est parti d'une photographie que j'ai fait il y a quelques années de mon meilleur ami. On fait une petite annexe là, je sais pas si tu veux l'intégrer, mais... Oui, je veux. Mais voilà, mon meilleur ami, Anderson, du coup, qui est en couple avec Betty, sa femme, qui est aussi, du coup, devenue une amie, évidemment, depuis plusieurs années. Je crois que ça fait plus de 10 ans maintenant qu'ils sont ensemble. Et en gros, j'ai fait une photographie d'eux il y a quelques temps, qui est, je trouve, sublime, mais qui plaît vraiment tout le temps. Et je l'ai exposé aux États-Unis quand j'ai exposé l'année dernière. Donc j'ai exposé à Paris, puis à New York, puis à Chicago et à Détroit. Ouais. Hong Et Kong Non. T'as pas fait à Hong Kong? Non, j'ai pas exposé, pas ces photos-là. J'ai exposé à Hong Kong, mais pas ces photos. Ok. Pas cette photo-là. Mais j'ai exposé en gros tout mon travail sur le 9.3, et en fait, il s'avère qu'ils sont du 9.3 aussi. Donc je les avais mis dedans. Et en fait, je me rappelle à Chicago d'une interaction que j'ai eue avec un jeune homme noir de quartier difficile. Parce que le mec qui tenait le lieu, en fait, le connaissait. Il m'a dit que c'est un mec qui passait souvent, mais qui était pas du tout dans un truc artistique et tout, qui était vraiment un mec plutôt des quartiers difficiles de Chicago et tout. Et en fait, il est rentré et il s'est arrêté sur cette photo et il a eu une vague d'émotion. Et ensuite, il m'a dit, genre, presque les larmes aux yeux, genre, mais cette photo, en fait, du coup, en anglais, évidemment, mais il me dit, ouais, pour moi, c'est le Black Love, c'est genre, moi et ma copine qui était présente d'ailleurs. Il dit, ouais, c'est moi et ma copine, c'est moi et c'est mon père et ma mère, c'est ma communauté, en fait, et je voyais dans ses yeux la symbolique de cette image pour lui, qui représentait vraiment, genre, l'amour noir et le lien et le soutien que c'est d'être en couple noir. Et en fait, ça m'a grave ému parce que moi, pour ma part, j'ai été qu'une fois en couple avec une personne noire. Et après, j'étais en couple qu'avec des personnes soit métisses, mais surtout blanches, d'apparence en tout cas, et blanches. Et du coup, ça m'a un peu fait prendre conscience aussi parce qu'à Détroit et à Chicago, il y a vraiment ce principe de communauté comme aux États-Unis, un peu, c'est très américain, de communauté, de soutenir les siens, de se renforcer, de se mettre en sécurité avec les siens par rapport à une société qui est très raciste, qu'on voit encore plus maintenant sous Trump. Et en fait, pour en avoir discuté avec des potes noirs et latinos aux États-Unis, ils me disaient souvent, bah, vous, les noirs en France, vous critiquez beaucoup les noirs américains de renier leurs origines, mais vous, les hommes, vous sortez qu'avec des femmes blanches. Et vous faites comme si vous étiez des blancs, même dans votre culture. Et vous êtes toujours en train d'essayer d'être accepté par les blancs et d'être toléré par les blancs. Alors que vous vivez dans un pays qui est tout aussi raciste que les États-Unis et qu'on vous donne pas plus d'opportunités et que vous êtes victime de violences policières aussi, que vous... En fait, vous vivez dans un pays qui a autant d'exclusion des personnes noires qu'aux États-Unis. Mais la différence de nous, c'est que vous vous battez pour être avec eux et être comme eux, alors que nous, on a compris qu'on aurait une chance de réussir et une chance d'être en sécurité en étant entre nous. Et c'est un vrai débat, en fait, tu vois. Ouais. C'est un vrai débat, c'est une question qui se pose, même si je suis pas quelqu'un de très communautaire de base, ça m'a quand même stimulé, là, tu vois, enfin, ça m'a questionné, tu vois, et je me suis dit, ouais, effectivement, est-ce que aussi, nous, on n'a pas trop été éduqués dans ne soyez pas communautaire, et pourquoi on a été éduqués dans ça? Et cette conversation, plus cette interaction avec ce mec sur le Black Love, etc., m'ont fait prendre conscience de l'impact de l'éducation à la française, des stéréotypes de beauté et d'intérêt. Et j'ai eu d'autres expériences aussi, il y en aurait trop, mais j'ai eu des expériences où j'ai pris conscience aussi, notamment dans des salles de cinéma, par exemple, où quand tu vois des couples rentrer, tu vois que des hommes noirs avec que des femmes blanches.
Et je me suis mis à la place pendant quelques minutes d'une femme noire dans l'idée, tu vois. Et je me suis dit, c'est vrai que ça doit être quelque chose d'assez violent, tu vois, d'être déjà dans un pays qui est raciste et de vivre ce racisme-là comme un homme noir, mais d'en plus sentir cette espèce de rejet, en fait, de la part de ta propre communauté, tu vois. Enfin bref, je t'apprends rien, Mais c'est hyper intéressant. mais du coup, ça m'a beaucoup ému et ça m'a beaucoup questionné et je pense qu'il y a, pour être très honnête, il y a une part de regret chez moi d'avoir participé à ça, même si je pense que, comme plein de jeunes de ma situation, j'ai grandi avec l'éducation française, tu vois. Mais, euh, mais aujourd'hui, du coup, avec la photographie et le pouvoir et la force que je peux avoir dans la photo et dans mon image, je me suis dit que ce serait hyper important. Je sais pas si c'est dans un but de réparer quelque chose ou peut-être de me rattraper ou donner peut-être un nouvel élan peut-être aux générations actuelles, mais d'inciter en fait la société à revoir la femme noire comme une femme égale à toutes les autres femmes en fait et aussi le modèle du black love donc de l'amour de personnes non mixtes d'un couple non mixte pardon de se dire que c'est aussi une possibilité en fait d'être en couple avec une personne qui te ressemble en étant noir et que ce soit tout autant beau, que ce soit tout aussi fort, que ce soit un modèle aussi et qu'on n'ait pas toujours le même modèle comme on a souvent dans les films ou dans les pubs d'un couple mixte qui est souvent l'homme noir et la femme blanche. Oui. Euh, et voilà, je pense que c'est une série qui sera très importante pour moi, mais aussi je pense qu'il y aura dans le but un raisonnement pour les hommes noirs, de se dire Tain, c'est beau, du coup j'ai envie aussi de ça, j'ai envie d'être avec une personne qui me ressemble, c'est quelque chose que j'accepte. Et pour les femmes noires, de se dire ah, il y a cette représentation là qui existe aussi et je trouve qu'on la voit pas assez en fait, on n'a pas assez de pubs ou de films, on les voit beaucoup dans les séries américaines mais pas assez dans les films français, dans les séries françaises d'un couple noir ensemble et que ce soit genre pas le chaos, que ce soit genre dans la beauté, dans l'amour, dans la paix. Euh, voilà, c'est un peu mon sujet actuel. C'est hyper intéressant et moi je vais pas rentrer là-dedans parce que sinon ce podcast va durer 3 heures, voilà. Mais c'est une question d'histoire coloniale. Chaque pays a son histoire coloniale et c'est vrai que aussi bien en Amérique qu'en France et je dirais même en Angleterre, on a des histoires très similaires. On continue à subir des choses très similaires en tant que personne noire ou juste racisée. Mais il y a ces petites variables qui font que, et c'est vrai qu'en France, la France a tout fait pour pas qu'il y ait justement cette histoire de communauté, parce que on le sait aussi en France, et c'est pour ça qu'on dit soyez fiers d'être française qu'on est, tu vois. Mais une communauté, c'est puissant. Et ça peut faire peur. En tout cas, ça peut vaincre des choses. Si en France, on était dans des communautés, peut-être qu'on ferait peur. C'est d'ailleurs ce qu'on voit, hein, rien que si on prend les exemples des religions. Là, ça peut... C'est un sujet touchy en France, tout ça. Ouais. Bah, alors c'est que pas en pour Amérique. quelque chose que c'est touchy, mais en même temps, les communautés les plus puissantes en France sont les communautés les plus communautaires. Oui, mais attention, Donc, lesquelles? Bah après, Il y en a. moi j'en connais 3 fortes. Ce sont les Chinois, les Blancs et les Juifs. C'est les 3 communautés les plus installées en France. Je trouve qu'ils ont des communautés qui sont fortes, que d'une certaine manière, en vrai, moi, j'admire de leur côté communautaire, parce que justement, ils ont trouvé ce truc de se soutenir en communauté pour pouvoir s'enrichir, se sécuriser, proposer un avenir meilleur à leurs enfants, etc. Et je pense particulièrement aux Chinois, parce que c'est aussi un sujet que je traite en ce moment. Et en fait, je trouve ça un peu dommage qu'on se rende pas compte de ça dans les autres communautés. Parce qu'en fait, nous, on est éduqués dans un truc où il faut pas être communautaire et c'est limite une mauvaise chose. Et du coup, ça a fait que nos communautés sont parfois les plus discriminées, exclues et violentées, etc. Et en fait, bah, la question, c'est est-ce qu'il est pas temps peut-être je dis pas de se fermer autant que ces communautés que je viens de citer, parce que des fois elles sont très fermées et je pense pas que ça soit forcément une solution en soi. Parce que c'est aussi une fermeture sur les autres et donc du coup, c'est dommage. Ça nourrit des haines et autres. Et l'exclusion. Mais
Je pense que pour l'économie, le bien de l'économie, le bien du savoir, du partage, de l'héritage, ce serait peut-être une bonne chose que les communautés se renrichissent en communauté. Je pense à la communauté antillaise, tu vois, pour parler de ma communauté. Ça, c'est un gros On est une sujet, ça, énorme j'imagine. communauté. On est une des premières immigrations avec les latinos parce qu'on est dans les années 50. Et on a été dans les services publics, donc on fait partie même vraiment du cœur du système français. Et pour autant, on a une communauté qui n'a toujours pas un quartier à son nom. Je pense à Londres, Brixton, c'est aux Jamaïcains. Enfin, historiquement, c'est connu pour être jamaïcain. Il y a plein de commerces jamaïcains, que ce soit restaurants, magasins d'objets, de souvenirs, de restaurants, de vêtements, de magasins de vêtements, etc., etc. Tu marches dans la rue, tu vois des personnes jamaïcaines et autres qui marchent dans la culture et qui baignent et qui transpirent la culture caribéenne, jamaïcaine. Et en France, alors qu'on a une communauté qui est là presque depuis autant de temps, on n'a pas ce quartier. Je dis pas qu'il nous faut un quartier, mais pour moi, déjà, trouver un bon resto antillais, c'est déjà compliqué. Alors qu'on est énormément. Et je trouve que ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire aussi que on a été une communauté aussi qui a été présente, mais mis en silence. Et on est resté un peu sous le tapis. On est là pour, dès qu'il faut boire un peu de rhum, dès qu'il faut s'amuser, dès qu'il faut une relation intime. Ok, là, on est là, c'est bon, là, eux, ils sont là pour le divertissement. Mais on n'a pas eu réellement une place pour exister en tant que franco-caribéen, du coup, ici. Et je parle des Antillais, mais c'est valable pour plein d'autres communautés. Et je trouve que c'est vraiment une question. En tout cas, moi, je suis en plein dedans en ce moment. Je suis vraiment en train de questionner toutes ces choses-là, personnellement. Et du coup, c'est des choses qui vont très certainement se retrouver dans mon travail artistique, photographique, dans les mois et années à venir. J'ai hâte. Vraiment, ça m'a hypé, là. J'ai bien tissé le truc. Retenez bien, quand ça va sortir, ce sera les premiers et je te réinviterai. C'est la première fois que j'en parle en plus, donc c'est ici en exclusivité. J'ai droit à une exclue. Tu sais que c'est un petit podcast. Je sais. Allez, ça va faire péter. Il n'y a pas de hiérarchie chez moi. Ah, ça, c'est cool. Il n'y a pas de petit ou grand podcast. C'est un podcast qui démarre et c'est tout. Mm. Tous les podcasts et tous les médias ont commencé quelque part. Clairement. Et moi, petite timide que je suis, là, c'est vrai. Je prends bah, c'est pour ça que j'ai accepté d'ailleurs. Parce que quand on s'est rencontrés, tu me paraissais plutôt introverti. Et je pense que du coup, de ce que j'ai compris de toi, le fait de faire ce format-là, je trouvais que c'était probablement déjà un challenge pour toi personnellement. Et j'ai envie de t'aider à le faire, quoi. À te lancer dans ton projet, quoi. C'est cool. Merci. Je pense qu'on va bientôt terminer le podcast parce que ça fait tout de même presque, ça fait une heure maintenant qu'on y est. J'ai une petite question qui fait partie du podcast. Elle est là, elle est ici. Comment est-ce que tu imagines l'évolution de ton travail dans les années à venir? En plus, du coup, de ce magnifique projet. Merci. En vrai, ça va être un peu dans cet élan-là. Comme je disais, il y a un peu l'incertitude de l'avenir dans l'art. Donc, je peux pas avoir de certitude ou même avoir une vision de où je me dirige parce que c'est très abstrait. Mais dans l'idée où ça continue dans la même direction dans laquelle je me trouve aujourd'hui, l'idée mon but maintenant, c'est de devenir un peu une référence dans la photographie internationale. Parce que je trouve que nationale, je pense que ça a été plus ou moins déjà fait. En tout cas, dans mon domaine, mon nom résonne déjà pas mal, donc je trouve ça déjà une bonne étape. Je pense qu'aujourd'hui, le but, c'est de représenter la France et notamment les diasporas dans la France, mais à l'international, je vais y arriver. qu'à l'international, en fait, on comprenne que la France, c'est aussi la diversité, que c'est aussi des communautés en banlieue, il y a une histoire coloniale, post-coloniale et d'immigration aussi. Donc, pour moi, tous ces sujets-là, je trouve qu'ils sont encore assez flous à l'étranger. Je trouve ça dommage parce que la France résonne à l'étranger, Paris résonne à l'étranger pour plein de choses qui sont d'époque, en fait. Et je trouve que c'est très dommage. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment devenir un photographe qui représente cette partie-là de la France. J'aimerais aussi représenter des territoires autres que la France et ceux que j'ai déjà fait. Donc moi, mon but, c'est de faire un peu
le maximum de quartiers populaires du monde et de rencontrer un peu tous les exclus et les oubliés du monde pour les représenter par ma caméra. Peut-être un jour par le cinéma, je sais pas, je suis en train d'y penser aussi depuis un moment. Je travaille plus ou moins de loin et de près avec des personnes qui sont dans le cinéma sur des projets de films. Donc peut-être qu'un jour il y aura aussi ce format-là. Je sais pas. Vraiment, je me laisse un peu porter par la vague sur laquelle je me trouve depuis quelques temps, qui me plaît beaucoup et que j'espère faire continuer à grandir et qui va embarquer d'autres artistes avec moi et d'autres projets encore plus grands et plus forts pour faire briller ce que j'ai envie de faire briller depuis le début, c'est-à-dire les miens, pour revenir un peu à ce que je disais. Trop cool. Merci beaucoup, Marvin. Avec plaisir. C'était une discussion très enrichissante. J'ai appris plein de choses sur toi, sur ton art. J'espère que nos auditeurs vont beaucoup aimer. De toute façon, j'ai pas vraiment de doute. Et quand le carnet se ferme, c'est que c'est ciao. On se retrouve dans 2 semaines. Ciao.